Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler des cuirassés américains. Alors cette vidéo va faire suite un petit peu à tout ce que j'ai dit sur l'organisation et la structure par exemple de la marine impériale, de la marine américaine au niveau des porte-avions. Et du coup là ça va être une vidéo spécialement sur les cuirassés américains. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque bâtiment, ce n'est pas l'intérêt, mais c'est de vous faire comprendre l'évolution de la doctrine américaine du début de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Seconde. Allez, c'est parti. Au sein de l'US Navy, il faut clairement distinguer deux catégories de navires, aux performances nettement différenciées et dont la conception générale est séparée par 2 décennies. Il se passe presque 14 ans entre la mise en service de l'USS West Virginia en décembre 1923 et la construction du North Carolina en octobre 1937. Malgré des modernisations successives et un véritable rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, les premiers seront connus comme les cuirassés lents, tandis que les seconds, ultime construction américaine devant rivaliser avec les plus puissants navires japonais, seront qualifiés de rapides, les Fast Battleships. Tous se rendront utiles néanmoins, en particulier lors des différents débarquements en Europe et dans le Pacifique, grâce à leur puissante artillerie principale. Tous sont, dirait-on aujourd'hui, construits selon la norme du Panamax, c'est-à-dire d'un gabarit leur permettant de franchir les écluses du canal de Panama avec une coque et un mètre-bau, c'est-à-dire la largeur maximale, de 33 mètres et un tirant d'eau, qu'on appelle la profondeur de quille, ne dépassant pas les 12,4 mètres. Seule la classe géante Montana, finalement abandonnée, aurait dépassé ce gabarit dans la flotte américaine. Les Yamato japonais ou les Bismarck allemands auraient été incapables d'emprunter le canal. La modernisation du canal permet depuis quelques années seulement des navires de 49 mètres de large ayant un tirant d'eau de 15 mètres qui s'appelle New Panamax. Mais revenons à nos moutons. À la veille des hostilités, la ligne de bataille cuirassée américaine est la plus puissante du monde, sensiblement équivalente, mais plus homogène que celle de la Royal Navy, et talonnée par la japonaise qui possède l'avantage stratégique de pouvoir se concentrer sur le seul océan Pacifique. Le traité de Washington de 1922, taillé pour les puissances anglo-saxonnes, évacue certains programmes et sacrifie quelques unités en construction ou en projet, mais préserve, outre une poignée de navires plus anciens devant être progressivement déclassés, un noyau solide, conçu à la veille de la Première Guerre mondiale et lancé entre 1914 et 1921 en vue d'une bataille décisive. 12 bâtiments, dits standards, appartenant à 5 classes qui s'appellent les tout ou rien, c'est-à-dire dont le blindage renforce la protection des œuvres vives essentielles tout en étant presque totalement supprimé autour des secteurs non vitaux. L'objectif, rendre quasiment invulnérable ce qui doit être protégé et laisser l'artillerie adverse littéralement traverser la coque dans les endroits secondaires sans faire de dégâts apparents. Un deuxième caractère de ces bâtiments est une artillerie puissante pour son temps, du 456 mm d'abord, porté à 406 mm sur les derniers d'entre eux afin de privilégier les engagements à longue portée. Cette ligne de bataille est organisée en 5 Battleship Divisions, qu'on appelle les Bat-Div de 3 navires, et non ce n'est pas Batman. Les Bat-Div 1, 2, 3 et 4 constituent la flotte du Pacifique, tandis que la Bat-Div 5, comprenant les unités les plus anciennes, forme l'Atlantic Force. Mais la situation précaire dans l'Atlantique pousse Washington à rappeler la Bat-Div 3 à Norfolk. Le principal défaut de ces navires, par ailleurs manœuvrables et sensiblement modernisés, reste leur vitesse limitée, aux alentours de 21 nœuds, ce qui va se révéler rédhibitoire dans la course aux armements navals dans les années 1930 et la montée en puissance des porte-avions rapides. Le fameux Battleship Pro, la rangée des cuirassés, emblématique de la flotte du Pacifique, et subissant l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, est ainsi techniquement plus une sorte de musée du Dragoon qu'une puissante escadre de bataille moderne. Sa perte est de ce fait un handicap non seulement limité, mais aussi provisoire. Aucun des cuirassés touchés à Pearl Harbor, dont seuls 2 sont définitivement perdus et 6 reprendront du service entre 42 et 44, n'auraient été capables de suivre le rythme des croiseurs et des porte-avions. Ils serviront abondamment et utilement de batteries d'artillerie flottante ou d'escorte de luxe pour les lents convois amphibies tant dans le Pacifique que dans l'Atlantique, engageant néanmoins parfois avec succès leurs adversaires japonais quand les circonstances le permettront, notamment dans le détroit de Surigao en octobre 1944. Mais je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Il n'en va pas de même pour la nouvelle génération de cuirassés post-traité,
conçu dans la seconde moitié des années 30 et qui, bien que désormais secondaire vis-à-vis des porte-avions, va venir progressivement renforcer l'US Navy à partir de 1940-1941, à raison de 10 bâtiments nouveaux, voire 12 si on comptabilise les Alaska, qui sont des croiseurs cuirassés. C'est un petit peu particulier. Pensés à l'origine comme d'authentiques capital ships, mais rapidement relégués comme leurs devanciers au second rang, ces cuirassés rapides des classes Washington et South Dakota auront dans le Pacifique un intérêt double. Faire pièce lors de la campagne des îles Salomon, à leur équivalent nippon, notamment les navires rapides de la classe Congo, tout en escortant et en protégeant les précieuses task force aéronavales. D'autre part, et comme leurs prédécesseurs, jouer le rôle d'une redoutable plateforme d'appui-feu et de soutien pour le bombardement côtier et la protection antiaérienne des escadres. Ces atouts sont d'autant plus précieux que nombre d'opérations du Pacifique se déroulent sur des îles de faible superficie. Les 4 navires de la classe Iowa, les plus puissants et les derniers arrivés, si l'on accepte les grands croiseurs classe Alaska, joueront le même rôle en 1944 et 1945, mais se rendront finalement plus célèbres par leur très longue carrière après-guerre. Signe du déclin irrémédiable du cuirassé, quelle que soit sa puissance, les 5 bâtiments de la classe géante Montana, conçus en 1940, avec 65 000 tonnes, 280 mètres, 12 pièces de 406 mm en 4 tourelles triples, un blindage jusqu'à 409 mm, ils sont prévus explicitement pour s'opposer directement aux Yamato japonais, mais ceci ne verra finalement jamais le jour. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. Alors, il s'agit d'un sujet un petit peu plus léger que les précédentes vidéos, mais ça me permet d'aborder le point des cuirassés américains que je voulais faire depuis un petit moment et poursuivre la série de vidéos. J'essaie d'osciller entre les vidéos passées, c'est-à-dire sur la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et les vidéos qui portent sur des sujets plus récents tels que la Russie. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.